Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Avec la collaboration de la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins, le CFP des Moulins, le CFP des Riverains et le SAE, fiers partenaires de Fibre E. Bienvenue à Fibre E Extra. La propriété intellectuelle est essentielle pour protéger les créations de nos entrepreneurs. Elle permet de sécuriser l'innovation, les idées et les marques, assurant ainsi un avantage concurrentiel. C'est une démarche clé pour réussir dans le monde des affaires et pour en parler avec nous, on reçoit de nouveau Maître Isabelle Duclos, avocate chez Ratel. Maître Duclos, bienvenue à Fibre E. Bonjour, ça me fait plaisir de revenir une seconde fois. On est content de te recevoir, Isabelle. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es plus spécialisée en droit des affaires. Aujourd'hui, on parle de propriété intellectuelle, mais inévitablement, tu en parles indirectement, toi, avec tes clients, parce qu'inévitablement, ça fait partie d'un tout, là. Des fois, on a tendance à penser que c'est seulement de faire breveter un objet en soi, mais c'est plus large que ça, la propriété intellectuelle, là. Oui, effectivement, dans ma pratique, quand je rédige des contrats pour je représente des employeurs activement là, en droit du travail, puis on va penser à des clauses qui vont protéger le savoir-faire de l'employeur, notamment. Ça fait une partie, c'est une branche, en fait, de la propriété intellectuelle. Lorsqu'on parle de propriété intellectuelle, on va parler de termes comme brevet, on va parler de termes marque de commerce, on va parler de secrets commerciaux. Il va y avoir différents moyens pour protéger le savoir-faire d'une entreprise. Donc, un dessin industriel, moi, je dessine des plans, je peux les faire, je veux m'assurer que ces plans-là demeurent puis qu'ils ne soient pas envoyés, exemple, à la compétition. Et tout ça. Je peux protéger ces plans-là? Ou... Il y a plusieurs moyens d'avoir de la protection. Je vais donner un exemple. Dans des contrats, moi, que je vais rédiger pour mes clients, on va prévoir des clauses de confidentialité. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est de la propriété intellectuelle aussi, là. Ça fait partie. Parce que l'employé est au courant de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et tout ce qui se passe là, tout ce qu'il a comme notion par rapport à des secrets, en fait, là, de l'entreprise, recettes, exemple, dans le monde de l'alimentation ou autre, ça devient une propriété intellectuelle là, qui demeure à l'intérieur de l'entreprise, qu'il ne peut pas diffuser ailleurs. Oui, c'est exact. Je vais donner l'exemple encore plus concret, des secrets commerciaux, des savoir-faire. Bien, on va le clarifier dans un contrat. On va s'assurer que, c'est compris. Lorsque c'est compris, plus difficile de faire l'erreur. Hein? Puis, il va y avoir des moyens aussi d'aller récupérer si jamais il y a des dommages. Suivant l'utilisation, ou si un employé va quitter avec cette information-là, bien, il va y avoir des recours, puis les recours vont être plus faciles. Donc, on vient faciliter le travail d'un avocat si on prend le dossier, par exemple. Mais plus c'est clair, plus c'est facile. OK. On est protégé, on a cette clause-là qu'on a fait signer à notre employé. L'employé, pour X raisons, décide de divulguer de l'information. Ouais. Ne s'occupe pas de ce qu'il a signé ou ne s'en souvient pas après plusieurs années, a une bêche contre l'employeur en question, puis décide de divulguer de l'information, que ce soit une recette, là, une recette d'un gâteau qui est super populaire dans parce que c'est une pâtisserie, exemple, puis le gâteau, la recette circule ailleurs. C'est quoi les recours que l'employeur peut prendre? Oui. Donc, quand on est dans l'urgence, donc on veut sauver l'entreprise en tant que telle, on parle d'un secret, par exemple, commercial, on va procéder avec une injonction. Donc, c'est une équipe spécialisée. Chez Ratel, on a des civilistes, on a Maître Grégoire qui est spécialisé en propriété intellectuelle. On a des gens aussi en droit civil, comme je viens de le dire, qui vont... c'est un moyen d'urgence. Donc, on va faire une injonction pour essayer de faire stopper immédiatement les dommages. Puis là, bien, s'ensuit les représentations auprès des tribunaux. Ça fait que personne d'autre peut utiliser cette recette-là où ils ne peuvent pas parce que... Là, on est en mode urgence, on agit. Ouais. Il y avait le contrat, la clause, puis par la suite, on a le moyen juridique pour essayer de faire stopper l'utilisation. Ça, c'est un des moyens, c'est un exemple. Okay. On a également les marques de commerce qui... Bien, je m'en allais là, justement, parce que les marques de commerce, si on a un objet en particulier puis quelqu'un veut copier mon verre, moi, j'ai des verres que j'utilise, là, puis tout le monde les trouve beaux, je décide de les commercialiser,
Une marque de commerce, là, on voit ça souvent, le MC ou un petit R. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est une branche de la propriété intellectuelle. La marque de commerce, ça va être un objet. Ça peut être une couleur, ça peut être un son. C'est quelque chose qui va venir distinguer. On va penser à Nike, par exemple. Je vais vous donner un exemple concret. Le signe, le crochet. On parle d'une marque ici qui se distingue des autres. Quand on le voit, on le reconnaît. Oui. Donc, ça, c'est un exemple de marque. Bon, en soi, là, ça n'a pas besoin d'être enregistré pour exister. Par contre, c'est là où nous, notre travail en tant qu'avocat, on va vous suggérer, on va vous conseiller d'enregistrer la marque de commerce. Pourquoi? Bien là, l'avocat vous l'expliquera selon la matière et selon votre champ de spécialité, mais ça apporte une protection plus accrue. Une diffusion nationale, ça vous permet. Puis, il va y avoir des petites subtilités aussi. Là, au niveau des poursuites, ça facilite les poursuites puis aller récupérer peut-être certains dommages. OK. Quand on est une jeune entreprise, qu'on n'a pas beaucoup de sous, là, les fonds de roulement, là, ça roule, bien, tu sais, c'est délicat, là. Ouais. On fait appel avec à un avocat ou on le fait nous-mêmes, puis on va chercher le formulaire, puis on le remplit. Tu sais, je sais que, mais on est mieux protégé d'investir dans un avocat pour s'assurer que les choses soient bien faites ou c'est quoi que tu... Évidemment. Comme dans tout domaine, même en droit du travail, qui est ma pratique exclusive, ou en propriété intellectuelle, le principe étant le même. Lorsqu'on est bien outillé dès le départ, ça coûte moins cher au fil du temps. Faire une erreur après, on va dire, 3 ans, 4 ans, vous avez travaillé 3-4 ans dans votre savoir-faire à bâtir votre entreprise et là, vous êtes en urgence, en injonction, ça coûte cher. Si on avait pris les conseils dès le début pour se prémunir de tout ça, fort est à parier que les dommages seraient moindres. Donc, on va parler de clarification, on va parler de moyens pour y arriver. Évidemment, l'avocat va avoir une stratégie dans votre cas, il va adapter, il va vous conseiller. Donc, sur le long terme, c'est plus payant. C'est plus payant. Plus payant. Quels critères qu'on doit mettre, qu'on doit respecter, en fait, afin qu'une marque de commerce soit enregistrable? Il y a des critères à respecter? Oui, exact. On va parler, elle doit se distinguer. Elle doit se distinguer d'une à l'autre. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Donc, il ne faut pas qu'on puisse pouvoir dire, bien, OK, Nike, OK, peut-être que celle-là, c'est trop semblable. Ça, c'est une confusion. Donc, ça, c'est un premier, c'est des premiers critères. Ensuite, on va parler de la non-confusion, peut-être? De la non-confusion, exactement. Oui. Oui, exact. Ça, c'est un critère pour pas qu'on mêle le tout. OK. Ouais. La non-descriptivité. Oui, donc la non-descriptivité, on va parler, il faut que ça soit clair. Donc, par exemple, on a Meubles Confort, là, qui est un exemple qui, au niveau d'une marque de commerce, il faudrait la distinguer. Il ne faut pas qu'on vienne décrire nécessairement là, à ce niveau-là. Ah oui? Oui. Autant, là, OK. Puis il y a une autre chose aussi qu'on voyait, que je lisais dans le dossier, les marques suggestives, là, par opposition aux termes descriptifs, là, disent on suggère une qualité de produit. Exemple, Netflix. Oui, exact. Bien, là, on vient faire la distinction avec une marque qui est descriptive versus suggestive. Netflix l'a bien fait là, à ce niveau-là. OK, OK. C'est quoi les avantages d'enregistrer sa marque de commerce? Oui, donc je le disais un petit peu plus tôt, oui. Ça va être de faciliter le recours, ça va être de rendre ça, on peut aller chercher des dommages, on peut aller chercher des poursuites. On le voit souvent, on a des exemples concrets avec Apple ou Louis Vuitton qui vont, au day-to-day, là, excusez l'anglicisme, là, au jour le jour, se font copier leur marque et on essaie de reproduire les produits. L'ayant enregistré, ça permet plus facilement d'avoir une reconnaissance, puis de faciliter, en fait, le recours là, au niveau des tribunaux, puis d'aller chercher des dommages. Par contre, une poursuite comme ça, il y a des critères très exigeants, puis c'est difficile à faire. C'est pour ça qu'on parle de se prémunir au tout début. OK. On fait affaire avec un avocat pour protéger notre propriété intellectuelle. On veut s'assurer que nos documents internes ne se retrouvent pas chez le compétiteur. Oui. On veut s'assurer que nos recettes demeurent à l'intérieur. On veut s'assurer également que les gens ne copieront pas. Oui. Souvent, on a tendance à prendre le côté facile et de s'inspirer de ce qui a été fait pour essayer de le mettre à notre sauce, à nous. Donc, en consultant l'avocat, ce que tu dis, Isabelle, c'est qu'au départ, il y a des sous d'investis, bien évidemment, pour
arriver à avoir cette propriété intellectuelle-là de préserver. Ouais. Toutefois, c'est un investissement à long terme parce que s'il y a un problème en cours de route, bien, on va avoir sauvé beaucoup parce que les choses vont avoir été faites correctement. Oui, bien, écoutez, l'avocat va regarder avec vous votre entreprise, il va trouver qu'est-ce qui peut justement protéger. On a parlé de brevets, d'innovation. Vous avez innové, vous avez créé quelque chose, bien, c'est le brevet qui s'applique. La marque de commerce, c'est une toute autre sphère. Après, l'avocat va aussi regarder, est-ce que vous avez bâti un savoir-faire à l'intérieur de l'entreprise qui vaudrait la peine de protéger. On parle de secrets commerciaux. Donc, c'est vraiment là où c'est son quotidien à l'avocat en propriété intellectuelle. Il va regarder avec vous pour assurer la pérennité de votre entreprise. Et il va trouver justement les moyens répondant aux différents besoins. Je le disais tantôt, il y a des gens qui nous écoutent et qui osent peut-être pas franchir le pas, ou du moins de prendre le téléphone et de dire, OK, on va appeler un bureau d'avocat. Il y a toujours l'aspect financier dans tout ça. Ouais. On a tendance, bon, c'est pas tout le monde, mais on a tendance à penser que de faire affaire avec une personne qui est au fait de la loi peut nous engendrer plusieurs coûts et tout ça. Est-ce qu'on a une idée un peu pour les petites entreprises, là, à quoi ça pourrait représenter, juste pour donner une idée, ou c'est trop large? C'est très, très large, mais c'est que ça dépend vraiment du champ d'expertise. C'est clair que si j'ai une entreprise qui développe et qui innove, bien, clairement, le besoin va aller avec la demande. Donc, si vous avez plusieurs projets à l'interne, on ne pense pas toujours. J'ai un autre exemple concret où je peux avoir un cabinet ARH, OK, en ressources humaines. Ils bâtissent une application. OK, on n'y pense pas. Mais toute cette application-là, quand vous allez avoir des sous-traitants, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec vos sous-traitants de vol d'informations ou vol d'idées? Bien qu'on soit une entreprise en ressources humaines, tous les sous-contractants avec qui je fais affaire peuvent partir avec de l'information que vous avez bâtie et le partir de leur côté. Nous, en tant qu'avocats, on voit ça venir parce que c'est notre quotidien. Donc, on va aider l'entreprise à bâtir leur contrat avec les sous-contractants pour s'assurer qu'il n'y a pas du vol d'informations. C'est un autre exemple concret qu'on fait pour vous aider, qu'on ne pense pas toujours, là. Donc, il faut le voir comme un investissement et non comme une dépense au départ pour protéger ce qu'on a mis de l'avant, pour justement tout le cœur et le travail qui a été mis, l'investissement qui a été mis dans l'entreprise soit préservé au fil du temps, puis qu'on ne se retrouve pas dans quelques années avec une embûche, avec des problèmes, là. Voilà. Donc, la propriété intellectuelle est super important, là. Quel autre message qu'on pourrait dire aux gens qui nous écoutent, qui n'osent pas peut-être franchir ce pas-là, de dire « Ah non, je m'en occuperai rendu là, tu sais. » Bien, au-delà des services juridiques et de la protection, il y a une valeur ajoutée sur le marché. Quand vous avez une image qui est claire, donc on parle de marque de commerce, lorsqu'elle est enregistrée et qu'on est axé, ça l'ajoute une valeur. On est certain de la marque, on sait où on s'en va. Donc, l'avocat peut aider aussi à travers tout ça, mais en allant vers cette démarche-là, il y a aussi tout l'aspect image, où on peut dire, et confiance qui vient avec ça et qui peut générer aussi des sous, là. Isabelle, merci de ta visite encore une fois. Ce fut fort instructif. Oui. On trouvera un autre sujet, puis on te rappellera encore. Tu deviens notre spécialiste à Fibre Extra pour justement ce type de dossier-là, parce qu'on veut justement bien renseigner nos entrepreneurs. Merci d'avoir été là. Au plaisir. Merci.